Et bonjour à tous, bienvenue au jardin en cette toute fin octobre. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un grand tour du potager et je voulais remédier à ça parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui se passent en ce moment au jardin. Même si l'automne est bien entamé, les récoltes sont encore abondantes. Par exemple, les poireaux qui sont vraiment magnifiques en ce moment, la production de choux de Bruxelles qui a super bien démarré, les semis que j'avais fait début septembre d'épinards, de roquettes et de mâches qui ont vachement bien levé et sur lesquels j'ai déjà fait pas mal de récoltes aussi. Et alors, on ira faire un tour dans la serre où les salades que j'avais repiquées sont bien parties et j'ai déjà pu aussi commencer les récoltes dessus. Dis sinon, tu comptes que te vanter ou leur parler aussi de toutes ces choses terribles qui se passent dans ton potager? Ces semis qui se sont fait dévorer par les limaces, ces tomates pleines de mildiou, ces carottes envahies par les mauvaises herbes, et surtout, ces deux terribles tueurs de gastéropodes qui rôdent dans ton potager. Mais non, Jack, je comptais aussi leur parler de tout ce qui est un peu moins beau à voir. Il y a aussi des horreurs au potager en ce moment. Ne t'en fais pas, on va leur montrer ça également. Mon objectif, c'est pas de vous cacher des choses. On va voir ce qui va bien et ce qui s'est un peu moins bien passé. T'es rassuré comme ça? Ouais, c'est ce qu'on dit. Moi je les connais tous ces youtubeurs de potager qui n'arrêtent pas de se vanter. J'attends de voir en tout cas. Bon, puisqu'on est d'accord, c'est parti en image pour le grand tour du potager. Et c'est donc parti pour le tour du potager. Alors petite nouveauté, j'ai clôturé l'ensemble du potager et je vais tout de suite vous montrer pourquoi. On va aller voir les deux fameux tueurs de limaces dont Jack parlait dans l'introduction. Ceux qui me suivent savent que j'ai fait l'acquisition il y a quelques semaines de deux canards coureurs indiens. On voit qu'ils sont ici bien tranquillement en train de se reposer sous les choux de Bruxelles. Voilà. Donc là, on va pas trop les déranger, ils ont l'air bien contents sous les choux. Ah voilà, quand même. Bon allez, on va quand même un peu les déranger parce que c'est marrant de les voir. Moi, je les trouve vraiment trop marrants, les canards coureurs indiens. Ouais, en fait ils n'ont pas l'air si terribles au final. J'avais peur de ça moi. Et en plus d'être marrants, ce sont donc normalement de grands chasseurs de limaces. Et effectivement, quand je les observe, je les vois beaucoup fourrager dans toutes les zones un peu humides du potager, là où ils passent le plus clair de leur temps. Alors ce qui est bien avec les canards par rapport aux poules, c'est qu'ils grattent pas le sol, contrairement aux poules qui passent leur temps à gratter toute la journée comme on peut le voir ici. Donc les poules, elles ne peuvent pas du tout entrer dans le potager, alors que les canards, ils font pas de mal au paillage et puis ils mangent aussi apparemment moins les légumes. Donc ça, j'ai pas encore un retour d'expérience très important à vous donner là-dessus. Mais en tout cas, là, ça fait une semaine que je les ai mis exclusivement dans le potager et j'ai constaté a priori aucun dégât. J'ai quand même protégé par précaution ici les semis de verdure, donc les épinards, la roquette et la mâche. Mais même quand je les observe, je les vois qui ne s'intéressent pas trop à ça pour le moment. Là, comme vous voyez, il y a de la roquette qui n'est pas protégée, ils n'y ont pas touché du tout. Les salades là non plus, ils n'y ont pas touché. Voilà, donc à voir, mais a priori, ils n'ont pas l'air de s'intéresser trop aux légumes. Alors ça dépend peut-être de la saison, peut-être qu'au printemps, les très jeunes pousses, ça, ils s'y intéresseront plus. Mais pour le moment, en tout cas, la cohabitation canard-coureur indien potager se passe très bien. Donc l'enclos des canards, il prend tout le potager et il va jusqu'à la cabane là-bas, qui est leur cabane. Et donc la clôture, elle court là, elle passe derrière la serre tout au fond et elle revient ici. Voilà, donc c'est un enclos d'environ 200 mètres carrés, je pense. Je vous confirmerai ça à l'écran. On voit que je remets un petit bac à eau que je dois changer quand même 2-3 fois par semaine. Parce que ça, cette eau, ils la salissent à peu près comme ça en 2 jours. Là, je ne l'ai pas encore fait, mais je viendrai mettre un dévidoir en dessous du bac, relier un tuyau d'arrosage, et donc je pourrai directement arroser le potager avec l'eau du bac des canards. Et ça, c'est une eau super enrichie en déjection de canards. Donc c'est un avantage en plus d'avoir les canards dans le potager. Donc je vous propose maintenant de jeter un œil au grand test que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. On voit que les semis de couverts végétaux ont encore bien grandi. À peu près tout ce que j'avais semé a levé.
Donc on voit ici les différentes graines que j'avais mis dedans. Ça c'est des fèves. Ici ça c'est de la moutarde. Alors la facélie, elle a levé aussi, on la reconnaît bien. C'est toutes les petites plantules comme ça avec des feuilles, un feuillage très dentelé. Et alors ici, ça c'est du radis fourragé. J'avais mis aussi des graines de petits pois. Mais peut-être que j'en avais pas mis beaucoup, ou alors les graines étaient trop vieilles. Parce que par contre, celle-là, on en voit très très peu. Là par exemple comme ça, j'ai du mal à en trouver. Mais voilà, donc ça c'est du petit pois. Bon après c'est pas très grave parce que les fèves elles assurent leur rôle de fixateur d'azote dans le mélange. Donc comme c'est des fabacées, donc on va dire que le fait que les petits pois n'aient pas levé n'est pas bien grave. Donc pour l'instant on ne voit pas de différence flagrante entre la pousse au niveau des 4 parcelles. On verra comment ça évolue. Là, je vois qu'il y a un trou, mais c'est parce qu'il y a un chat qui était venu gratter. Je pense que mon chat était venu gratter avant que je protège. À part ça, les semis sont plutôt uniformes. Et donc sur les dernières parcelles où j'ai mis uniquement des fèves, ça a bien levé également. On voit comment les fèves arrivent à passer à travers le paillage. Là voilà. Donc là on a vraiment une fève qui est en train de s'extirper du paillage. Bon, allez, on va un peu l'aider. Hop. Elles ont eu plus facile du BRF que du foin qui forme un tapis un peu plus entrelacé comme ça. Voilà, pour le grand test au potager, comme je vous l'avais déjà dit, la prochaine chose que je vais venir faire, c'est planter une ligne d'ail ici. Ça, je vais faire dans quelques jours. Et puis, ce sera tout pour cette saison 2024. Toutes les prochaines plantations et les prochains semis, je les ferai donc au début du printemps 2025, avec les fèves, les oignons, etc., etc. Donc, je vous renvoie une fois de plus à ma vidéo que j'ai fait la semaine passée sur cette grande expérience. Alors ici, on a la première serre où j'avais mis une partie de mes tomates là au fond. Et c'est là on voit que je ne les avais pas du tout taillées pendant la saison, je les avais laissées buissonner, plus par manque de temps que par volonté. Et du coup, elles ont attrapé beaucoup plus vite le mildiou. L'autre désavantage, c'est que la récolte est beaucoup plus compliquée quand c'est très dense à l'intérieur du buisson. Donc il y a vraiment des tomates qu'on doit aller récupérer tout au milieu et qui sont parfois, on ne les voit même pas. Ce qui confirme pour moi l'importance de tailler les plants de tomates. J'ai vraiment pas constaté de problème de maladie quand on taille, bien au contraire donc. Alors évidemment, il faut faire un minimum attention au moment où on taille, plutôt dans des journées sèches et le matin, comme ça a le temps de bien sécher après, que les plaies entre guillemets qu'on fait aient le temps de bien se cautériser. Et puis nettoyer les outils, pas entre chaque plant, ça me semble un peu exagéré, mais entre chaque session de taille au minimum. Et si on voit qu'on est en train de tailler évidemment une tomate qui a le mildiou, alors là on évite d'aller directement tailler une autre tomate saine à côté. Voilà, il y a encore quelques tomates cerises que je récolte en ce moment, mais là c'est à peu près fini pour les tomates. Ça c'est les salades que j'avais repiquées il y a un peu plus d'un mois et qui sont déjà vachement bien développées. J'ai commencé les récoltes, donc je les cueille feuille par feuille, ce qui me permet de maintenir la production sur des longues durées. Là, entre ces salades, elles vont produire tout l'automne et voire tout l'hiver jusqu'au printemps s'il n'y a pas de fortes gelées. D'ailleurs, s'il y a des fortes gelées, je vais venir mettre un deuxième voile par-dessus ces salades. Et dans ce cas-là, je pense vraiment qu'elles passeront l'hiver. Donc ça, on verra dans les prochaines vidéos. J'ai aussi repiqué ici de la roquette. Donc de la roquette, j'en ai vraiment beaucoup. Donc avec la roquette, avec les salades et avec les autres verdures que je vais vous montrer juste après, je peux à nouveau faire des chouettes mélanges de mesclun, ce qui est personnellement une des choses que je préfère manger du jardin. En plus, je rajoute du persil. À cette saison, on peut rajouter du cerfeuil. J'ai encore un peu de coriandre et ça donne vraiment des chouettes mélanges. Alors on continue avec cette parcelle. Ici, il y a des chicorées, pain de sucre, que j'ai absolument pas consommé.
En fait, je crois que c'est la dernière fois que je fais des chicorées pain de sucre. Alors à part les chicorées, j'ai semé donc des endives. Donc ça, c'est tous des pieds d'endives hein, à chaque fois. Et j'ai soulevé les feuilles. On voit que l'endive, c'est une grosse racine comme ça. Voilà. Et donc ça, en fait, bientôt, je vais venir les arracher et les mettre en fût pour faire des endives, ou comme on dit des chicons en Belgique, tout l'hiver. Donc je ne sais pas exactement combien j'ai de plants. Je pense que je vais avoir une quinzaine de plants. C'est la première fois que je fais ça. Donc je suis novice pour faire des chicons. Mais j'avais envie d'essayer cette année. Et on va voir si c'est du boulot et si la production derrière suit. Parce que finalement, comme je vais produire des salades en serre cet hiver, j'ai pas vraiment besoin de chicons en plus. Mais quand même, j'aime beaucoup ça. Donc rien que pour le goût, j'avais envie d'essayer. Et on verra ça dans des prochaines vidéos. Ici, il y avait une parcelle où j'avais repiqué plein de plants, de salades, d'annettes, de navets. J'avais aussi mis de la roquette. Et tout s'est fait absolument manger par les limaces. Donc quand on a un automne assez humide, qui a suivi surtout un été et un printemps humide, quand on repique des plants à la fin du mois d'août, début septembre, une saison où les limaces sont très actives, il faut vraiment faire attention. Et en tout cas ici, ça n'a pas du tout fonctionné. Moi, je l'aurais parié en tout cas. Il n'y a que quelques plants d'épinards, on voit, qui ont survécu. Par contre, en fait, les semis que j'ai fait en pleine terre et qu'on voit ici, eux, ils ne sont pas fait manger par les limaces. Donc ça, je pense que c'est le fait que un semis en pleine terre, il est souvent plus vigoureux que quelque chose qu'on replante et qu'on a semé en plaque et qu'on replante, parce qu'il ne subit pas le stress de la plantation. Donc on voit que les semis que j'ai fait en pleine terre, ils se portent vraiment à merveille. Donc là, on a la mâche qui a super bien levé et que j'ai pu maintenir bien propre. Donc là, c'est bien désherbé entre les rangs. Les épinards, sur lesquels j'ai déjà fait beaucoup de récoltes. Et donc là, ils produisent feuille par feuille et ils repoussent sans cesse. Et la roquette, en fait, que je suis déjà venu aussi beaucoup couper. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'avance petit à petit, je coupe, je coupe, je coupe. Et là, j'ai déjà fait 2 coupes et on voit que je suis déjà à la 3e coupe et ça repousse à chaque fois. Donc c'est vraiment super productif la roquette. En plus, j'adore ça. Bon, j'en ai trop évidemment. Là, j'en ai vraiment beaucoup trop. Mais bon, c'est pas grave. Il vaut mieux trop que trop peu. Donc là, on a les céleris dont je vous avais déjà parlé et qui ont été un échec cette saison. Eh ben, Ils ont encore un été à truc la qui a fois foiré. mangés par les campagnols. Je ne sais pas s'ils ont attrapé une maladie ou si c'est les limaces ou un peu de tout ça à la fois. Mais que ce soit les céleri raves ici ou les céleri verts, j'ai pratiquement pas récolté. Les céleri verts, ils donnent pas vraiment envie, je dois avouer. Donc voilà, pour avoir des branches intéressantes, on peut quand même aller au milieu. Et ça, ça, je pourrais le couper et le manger. Ça, c'est une chouette branche de céleri vert. Mais par contre, je dirais que les 3/4 des branches, elles ne sont pas à consommer. Donc bon, un échec pour les céleri verts cette année. L'année passée, ça avait super bien fonctionné. Je crois que l'année prochaine, pour me faciliter la vie, je vais faire une croix sur cette culture et me concentrer sur des choses qui fonctionnent un peu mieux. Et donc les céleri raves, déjà, ils sont pas très gros, je trouve. Et en plus, voilà, il n'en reste que 3 sur les 20 que j'avais plantés. Donc ceux-là, je pourrais quand même les consommer. Mais ça fait pas beaucoup. Bon, on a toujours les bêtes qui se portent très bien, mais que je récolte pas énormément. Là aussi, je pourrais mettre un peu moins de plants de bêtes. Je crois qu'il y en a 12 ou 14. Vu la quantité que j'en consomme, je pourrais vraiment me contenter de moins. Mais bon, déjà, je trouve ça joli. Et puis, j'ai toujours tendance à mettre un peu trop au cas où ça ne fonctionnerait pas. Mais voilà, en tout cas, les bêtes, si j'en voulais, je pourrais en manger. Et à côté des bêtes, il y avait les courgettes. Donc on voit qu'il y a quelques grosses courgettes. Ça, j'avais fait exprès d'en laisser grossir pour récolter les graines. Donc j'en ai laissé grossir un peu trop au final. J'en ai pas besoin d'autant. Je crois que je vais prendre les 4-5 plus jolies. Et je vais récupérer les graines pour l'an prochain. Mais je vais peut-être pas m'en servir car de toute façon, je m'étais dit que l'an prochain, je ferai une autre variété.
Ça, c'est la variété Black Beauty qui produit très bien. Mais j'avais envie d'essayer une variété à peau jaune. Bah, déjà parce que je trouve ça joli. Et puis, c'est surtout plus facile à récolter, je pense. Car on voit mieux les courgettes qui apparaissent. Et parfois, c'est difficile d'aller débusquer des courgettes au milieu des plants quand ils sont très bien développés. Donc voilà, l'année prochaine, je vais peut-être semer des courgettes jaunes. Alors là, on a les choux de Bruxelles. Et ils sont vraiment rentrés dans la saison de pleine croissance. Voilà. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais ils sont tous vachement bien partis, sauf un qui est monté à fleur, que je pourrais enlever d'ailleurs, parce que lui, il va pas produire de choux de Bruxelles. J'ai pas eu trop de problèmes de pierrite du chou cet automne. Donc j'ai quand même dû en enlever quelques fois. Mais je pense que les plants sont tellement vigoureux que même ceux qui ont eu de la pierrite, ils ne se sont pas fait entièrement manger. Donc ici par exemple, je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que tous les trous qu'on voit, c'est des larves de pierride. D'ailleurs on voit ici, voilà, là on voit des mues de larves de pierride, des mues de chenilles de la pierride. Mais on voit que ils ont fait un peu de dégâts, mais ils n'ont pas du tout abîmé les plants. Donc pas de problème de pierride du chou. Voilà, là on en voit quand même. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais là donc il y a des pierrides. Mais le plant est déjà tellement développé, tellement vigoureux, que ça ne met pas vraiment à mal le chou de Bruxelles. Tiens, on va voir si les canards mangent les larves, les chenilles de pierride. Vous mangez ça les gars? Est-ce que ça les intéresse? Ça n'a pas du tout l'air de les intéresser. Bon, moi tant qu'ils mangent les limaces, je suis content. Hein, parce que ça, de toute façon, une fois qu'on les enlève du plant, les chenilles, elles ne vont pas être capables de revenir jusque là. Donc il suffit de les ramasser, de les jeter un peu plus loin et ils ne feront jamais le chemin inverse. Bon, ici, j'ai pas grand chose d'intéressant à vous montrer. On a la fenouil qui n'avait pas donné, qui était montée à graines durant l'été. Et les fleurs qui ont quand même continué encore et encore à produire durant toute la saison. Donc ça, c'est vraiment des variétés que je conseille. Hein. Des ignas, des soucis, des cosmos et des œillets d'Inde. Donc les œillets d'Inde, c'est ceux-là ici, en orange et rouge. En orange et rouge. Les ignas, c'est les belles fleurs roses et rouges qu'on voit là. Ça, c'est des soucis. Et le cosmos, c'est là. Alors, les soucis, je pense que le problème, le souci, si j'ai envie de dire, c'est qu'ils vont se ressemer hyper fort. Donc, tout ça, c'est des graines de soucis. Et c'est difficile de ramasser toutes les graines qu'ils produisent. Les autres en produisent beaucoup moins. Donc, je suis un peu curieux de savoir l'année prochaine ce qui va se passer au niveau de cette parcelle. Si je vais être envahi de soucis. Donc, j'espère que ça ne va pas être trop difficile à gérer. Mais c'est pas trop grave, car comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, en fait toute cette zone-ci l'année prochaine, je ne vais pas la mettre en culture, donc tout le potager on va dire de cette année, je vais le laisser en jachère pendant une saison, et je vais me concentrer donc sur le grand test là-bas, les 2 serres et des parcelles derrière les serres pour mettre les courges et les pommes de terre. Et donc tout le potager ici, je ne vais pas le cultiver l'année prochaine. Donc au pire, si les soucis se ressèment, ça fera une sorte d'engrais vert naturel. Alors là, on a les betteraves qui ont très bien produites. On voit qu'on a quand même des très, très beaux calibres. Si je ne les consomme pas d'ici les premières gelées, il faudra que je les rentre, que je les arrache et que je les rentre en intérieur. Donc ça, il faudra que je fasse un peu attention à la météo dans les prochaines semaines. Pour l'instant, on a eu un automne très très doux. On est encore loin d'avoir eu des gelées. Mais ça peut arriver assez vite à partir du début du mois de novembre. Donc il faut rester attentif. Et au cas où, j'arracherai les betteraves, mais ça va assez vite a priori. Et je les mettrai dans mon abri de jardin là-bas, hors gel. Donc là, on a les poireaux, qui sont vraiment extrêmement gros cette année. Donc on a des très très beaux calibres. J'ai pas encore commencé les récoltes. Mais ça ne saurait tarder. Bon, les poireaux par contre, ils craignent pas les gelées. L'année passée, on avait eu du -9 et ils avaient tous survécu. Bon, du -9 pour la Belgique, c'est déjà pas mal. Là, donc lui, je pense que lui, c'est le champion. Voilà, comme ça, vous voyez un peu la taille du bazar.
À un moment, je viendrai quand même peut-être en récolter une partie et les débiter, les congeler. C'est une bonne façon de les garder. Et ça, c'est pratique parce que comme ça, quand on veut les utiliser en cuisine, on ne doit pas venir au jardin, les arracher, les nettoyer. C'est directement prêt dans le congélateur et on gagne en efficacité de cette façon-là. Alors, on voit qu'il y a quand même quelques signes de maladie sur les feuilles. On dirait un peu une rouille comme ça ressemble un peu à la rouille de l'ail. Alors je ne sais pas s'il y a aussi des rouilles sur les poireaux, j'imagine que oui. J'espère que ça ne va pas trop se développer. Je ne suis pas expert en maladies comme je l'ai dit sur les légumes, d'habitude je fais rien et je vois ce qui se passe. Donc là, a priori, je pense qu'il n'y a rien à faire. Peut-être qu'il faudrait enlever les feuilles touchées. Ça, dites-moi en commentaire si vous avez des retours d'expérience sur ce genre d'attaque sur les poireaux. Est-ce qu'il vaut mieux enlever? Est-ce que si on laisse, c'est pas grave? Je suis intéressé par vos retours. Donc toute cette zone, il n'y a plus rien pour l'instant. Et j'ai du coup paillé. Là, c'est là qu'il y avait les oignons. Ici, c'est ici qu'il y avait les fèves. D'ailleurs, on voit qu'il y en a quelques-unes qui se sont ressemées, qui sont sorties. Ça, c'est la parcelle de fraises qui n'a pas donné cette année. Et donc là, on a encore des betteraves et les choux raves que je n'ai pas récoltés non plus et qui deviennent de plus en plus énormes. Voilà, donc là, c'est vraiment pour l'amusement que je les laisse. Et puis surtout aussi parce que j'ai pas pris le temps de les enlever. C'est marrant d'ailleurs, eux ils font des petits rejets comme ça. Donc ça c'est plus du tout mangeable, hein. C'est beaucoup trop dur. Par contre je me demande si, quand ils font des espèces de petits rejets comme ça, c'est marrant, on dirait il refait des mini choux raves sur le chou rave. Ça si ça se trouve on pourrait manger. Bon, je suis pas fan des choux de manière générale. Ce que je préfère c'est les choux de Bruxelles, c'est pour ça que j'en fais beaucoup. Je crois que l'année prochaine, je vais plus faire de choux raves et ça va me simplifier la vie. Voilà, de façon générale, parfois il faut mieux faire un peu moins et un peu mieux que vouloir faire trop de variétés de légumes à la fois. Donc autant se concentrer sur ce qu'on est sûr de manger. On n'a pas encore vu cette zone-ci. Ici, c'est une zone où il y avait des pommes de terre assez tôt en saison et que j'avais récolté. Et puis j'ai mis une bâche pour pas que ça serait en herbe, mais j'ai rien mis vers la suite. Là, on avait les concombres qui ont quand même donné assez tard, je dirais jusque début octobre. Donc ça a été une très belle réussite cette année. On voit que je les avais fait grimper donc sur un filet. Et donc cette structure-ci, j'avais une sorte de triangle comme ça, qui rejoignait le tipi de haricot à la structure des concombres. Mais il y a une des parties qui s'est écroulée. C'est un truc que j'avais fait un peu vite fait il y a 2 ans. Et c'est ce bois-ci en fait qui a fini par pourrir je pense et qui est tombé. J'avais fait donc des tomates. Là on voit encore ici les pieds de tomates que j'avais pendus à des fils. Mais toutes ces tomates elles n'ont absolument rien donné. Elles ont eu le milieu très très tôt en saison. Donc en tout cas l'année prochaine, ça fait 2 années maintenant que j'ai des problèmes de mildiou en extérieur avec les tomates. Je ne retente plus l'expérience. J'ai assez de superficie en serre. Donc les tomates maintenant ce sera exclusivement à l'intérieur. Et d'habitude, je craque toujours vers la fin du mois de mai quand j'ai encore des plants, que j'ai plus de place en serre, j'en mets toujours dehors. Mais finalement, ça donne jamais rien. Donc je pense que quand j'aurai encore des plants fin mai et que j'aurai plus de place en serre, soit je les donne, soit ils finissent au compost, tant pis. Donc ici, il y avait le tipi de haricots. J'ai été peu assidu sur les récoltes de haricots en verre. Donc j'ai laissé tout ce qui restait grainer. Et j'ai déjà récolté les semences pour les ressemer l'année prochaine. C'est des beaux haricots noirs comme ça. J'étais assez satisfait de cette variété en verre. Et donc je la ressemerai l'an prochain. Voilà, donc ici on a fait à peu près le tour du potager. Ça c'est la zone où il y avait les courges cette année, que j'étais venu débâcher. Et sur une partie de cette zone, j'ai installé mon grand test au potager. Il y avait des courges jusqu'ici. Donc là on voit que la terre est à nu sur une partie de la zone où il y avait des courges. J'aurais mieux fait de semer quelque chose, mais maintenant c'est vraiment trop tard. Donc ce que je vais probablement venir faire dans les prochains jours, c'est mettre un peu de matière organique pour ne pas laisser quand même cette terre à nu tout l'hiver. Parce que mon plan pour l'année prochaine, ce serait de démonter ce tipi et de faire la zone des courges ici. Et d'en faire une plus petite que l'année passée.
parce que j'ai vraiment eu trop de production cette année. Je pense que j'en suis à 150 kg de courges récoltées. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo d'ailleurs, qui sera consacrée à la production des courges et des pommes de terre cette année. Mais donc 150 kg, c'est évidemment beaucoup trop. Je me contenterai déjà de la moitié sans souci. Et donc je vais tout simplement diviser a priori la superficie par 2, car ça ne sert à rien non plus de faire 10 fois trop de courges. Je pense que les concombres, je les referai au même endroit. Je testerai de les faire 2 ans au même endroit, car ça va super bien marcher cette année. Et je pense que le sol est bien riche, donc il n'y aura pas de problème d'appauvrissement. L'idée sur ces zones-ci, ce sera de mettre des haricots en grains, a priori, borlotto, comme j'aime bien faire. Et les pommes de terre, l'année prochaine, j'irai les mettre là-bas, là où vous voyez les poules, et jusqu'au bac des canards, en fait toute cette zone-là, là je vais venir mettre les pommes de terre, parce qu'elles n'ont jamais été à cet endroit. D'ailleurs, je testerai aussi plusieurs techniques pour les pommes de terre l'année prochaine. Je ferai une partie sous bâche, une partie sous mulch et une partie en méthode traditionnelle avec butage. Voilà, on passe maintenant à la visite du petit potager. Donc ici à gauche, il y avait une deuxième zone de haricots grimpants, une autre variété, une variété à gousse violette. Donc là aussi, j'ai été très peu assidu sur la récolte. Donc il y en a beaucoup qui ont séché sur place. J'ai récolté une partie de ce qui avait séché sur place pour les graines l'année prochaine. Et le reste, j'ai pas encore pris la peine de les arracher. C'est pas très grave si ça tombe par terre. Au pire, ça se ressème tout seul. De toute façon, je compte encore refaire des haricots l'année prochaine. On voit ici qu'il y a des grains qui sont tombés. Voilà, donc pour les haricots, en fait, finalement, c'était pas un problème de production cette année, c'était un problème de disponibilité au moment des récoltes. Donc finalement, j'en ai très peu récolté, parce que ça arrive toujours au milieu de l'été, un moment où en plus, on n'est pas toujours là. Et c'est pas comme les tomates ou les courgettes, où à la limite, quelqu'un peut venir les ramasser, c'est facile. Les haricots, c'est vraiment très pénible à récolter. Bah, c'est pas très grave en même temps, j'en ferai sans doute un tout petit peu moins l'année prochaine. Alors ça, c'est une zone où j'avais semé des carottes après la récolte des pommes de terre. Et en fait, on voit que j'ai eu un très grand problème d'enherbement. Les carottes, vous savez que ça germe assez lentement. Et là, j'ai semé ça fin août à une période chaude et humide où en fait tout pousse très vite. Et ben, les mauvaises herbes ont poussé plus vite que les carottes. Alors on voit qu'il y a quand même des carottes, hein, mais elles sont complètement envahies par les mauvaises herbes. Donc je dirais que la production sera 4 à 5 fois moins importante que ça aurait dû être. Ce que j'aurais dû faire, c'est faire un faux semis avant. Donc j'aurais dû préparer la parcelle, faire comme si j'allais semer, laisser monter les mauvaises herbes, et puis là, mettre une bâche pendant une semaine ou repasser un petit outil pour tuer toutes les mauvaises herbes qui auraient levé, et à ce moment-là, semer les carottes. Mais comme il était déjà tard en saison, j'ai pas pris la peine de le faire. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de mauvaises herbes qui poussent. Donc cette année, finalement, les carottes, ça aura été échec sur échec, et on est en train de faire mieux l'année prochaine. Alors par contre, ce qui est cool sur cette parcelle, c'est qu'on voit que les adventices qui poussent ici, c'est pratiquement que du mouron blanc. Ça, c'est du mouron. Et le mouron, c'est le signe d'un sol équilibré, que ce soit en termes de pH, de texture ou de teneur en azote. Donc ça veut dire que sur le petit potager, on est sur un sol assez équilibré, ce qui n'est pas le cas encore du grand potager, où ce qui pousse, on va dire, comme adventice naturellement, c'est des choses qui sont des indicateurs d'un sol compacté, comme les pissenlits, les rumex. Ça ne me revient pas ce que c'est, mais je vous mettrai le nom à l'écran. Et ça non plus, le nom ne me revient pas. Mais donc toutes ces plantes-là sont indicatrices d'un sol compacté avec un léger problème d'hydromorphie et également une haute teneur en azote. Parce qu'en fait, toute cette partie-ci, elle a été pâturée par des chevaux pendant très longtemps. Et donc je pense qu'il y a encore beaucoup de reliquats de toutes les déjections et l'urine des chevaux. Donc c'est finalement sans doute une partie du potager que je dois améliorer en termes de texture du sol et pas tellement enrichir en azote. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de laisser toute cette parcelle au repos durant 1 an. Alors on repasse au petit potager avec la deuxième serre. Donc ici on a les semis que je vous ai présentés dans ma toute dernière vidéo d'il y a quelques jours.
je suis venu arracher donc les tomates pour y planter de la mâche et des salades. Il y a encore pas mal de tomates au fond de la serre. Je pourrais encore faire des récoltes. Et d'ailleurs, je ne devrais pas tarder parce que le mildiou gagne du terrain. Mais donc, il y a encore des belles tomates. Ça, je vais venir récolter aujourd'hui d'ailleurs. On voit qu'ici, par exemple, il y a une tomate que j'aurais dû récolter avant. Et en fait, elle a commencé à moisir parce qu'elle est trop proche de la poche de mildiou ici au milieu du bosquet. On a encore quelques belles tomates là. Voilà, donc je dirais qu'on aura encore peut-être 4-5 kilos de récolte ici. Puis ce sera tout pour cette année au niveau des tomates. Là, on a toujours le bouquet de persil qui se porte à merveille. À part des salades, on voit que j'ai d'autres herbes. Ça, c'est du cerfeuil. Ici, il y a un peu de coriandre, mais c'est pas grand-chose. Et donc, dans cette serre, en fait, ce qui se ressème chaque année partout, c'est de la clétone de Cuba. Ça, c'est de la clétone que j'ai pas semée, elle se ressème. En fait, partout, dans toutes les zones où je mets rien, d'habitude, la clétone ressort à cette saison. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est assez impressionnant. Toutes les petites pousses que vous voyez là autour des plants de mâche, c'est sorti donc cette semaine après que j'ai repiqué ça. Comme le sol est à nu et que j'ai arrosé, en fait, toute la clétone, tout le stock de graines de clétone qui est dans le sol a germé. Donc, par contre, ici, ça m'embête un peu plus, parce que j'ai pas envie que la clétone prenne le dessus sur les salades et la mâche, ce qui sera le cas si je fais rien. Donc là, je vais devoir un peu désherber. Par contre, dans les zones où j'ai rien, je suis content que la clétone se ressème. Donc là, c'est encore du cerfeuil et puis des salades. Ça, c'est la dernière zone du potager que j'ai pas utilisée cette année. Finalement, je l'ai laissé bâcher. J'aurais mieux fait clairement de débâcher et de semer quelque chose, un engrais vert quelconque, pour ne pas laisser trop longtemps bâcher, parce que bâcher c'est bien, mais ça ne doit pas être non plus toute la saison, sinon ça finit par ralentir l'activité biologique en dessous. Le fait qu'il y ait des racines dans le sol et le fait que la pluie puisse pénétrer, ça a quand même évidemment des avantages. Mais donc ça, c'est plutôt par manque de temps que j'ai laissé comme ça. Et puis de toute façon, ce que je viendrai normalement faire cet hiver, c'est abattre tout ce bosquet d'ifs qui prend beaucoup de lumière sur le potager. Et ça, donc l'année prochaine, ça va permettre vraiment de pouvoir refaire des cultures productives sur cette partie-là du potager. Parce que les 2 saisons précédentes, à cause de cet énorme bosquet, ici, les productions n'étaient pas du tout au rendez-vous. Et donc je voulais juste finir la visite par cette dernière partie des zones cultivées. Donc là, on avait la parcelle de fraises qui en fait a complètement grappié la parcelle de maïs. On voit que les fraises ont totalement colonisé la parcelle de maïs. Donc là, j'ai même rien eu à faire. J'ai une nouvelle parcelle de fraises pour l'an prochain. Donc ça, c'est cool. On voit qu'elles essayent même de passer au-dessus de la bâche ici. Alors je ne sais pas si c'est l'idéal de faire comme ça, parce que peut-être que c'est beaucoup trop dense et que du coup ça va avoir du mal à pousser l'an prochain. Je ne suis pas un grand connaisseur en matière de reproduction des fraises, mais de toute façon j'ai pas eu le temps cet automne de repiquer des fraises à un autre endroit, donc on verra l'année prochaine si toute cette zone spontanée de fraisiers qui s'est agrandie va donner ou pas. Et alors ici on avait ma parcelle de mélange fleuri. Ce qui est chouette, c'est que cet automne, il s'est ressemé tout seul. Donc tout avait complètement fané fin août. Et on voit qu'il y a des fleurs qui se sont ressemées, qui ont repoussé en ce début d'automne. Ces petites fleurs blanches, je ne sais pas ce que c'est. Je vous mettrai le nom à l'écran si je les retrouve. Ça sent vraiment super bon. Ça sent le miel en fait, ces fleurs-là. Et il y a aussi des soucis qui sont ressortis et des pavots. Voilà. Donc on voit que j'ai pas fauché, j'aurais peut-être dû faucher les tiges pour que ce soit déjà beaucoup plus joli. Là, ça a vraiment fait quelque chose de joli, de plus joli si tout était ressorti et qu'il n'y avait pas eu les vieilles tiges de l'été. Mais bon, donc j'ai pas pris le temps de le faire. Mais comme ça, l'année prochaine, je sais qu'à la fin de l'été, je dois venir tout faucher. Je suis curieux de voir si l'année prochaine, les autres fleurs qui faisaient partie du mélange se ressèmeront.
Donc ça par exemple, c'est des nigelles blanches. Je ne sais pas si vous voyez les graines. A priori, il y aura beaucoup de graines de nigelles. Donc est-ce que ça va ressortir au printemps? Il y avait aussi donc de la facélie. Ça c'est de la facélie séchée. Est-ce que ça va se ressemer aussi? Enfin voilà, donc ça ce sera quelque chose d'intéressant à découvrir la saison prochaine. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais laisser tout sur place. Pendant l'hiver, je vais laisser les gelées et probablement tuer ce qui reste de fleurs. J'ai peut-être un peu bâché, je débâcherai vers le mois de fin mars, début avril, voir si les fleurs du mélange réapparaissent. Et voilà, j'espère que ce grand tour du potager à Halloween vous aura bien plu. On se quitte en compagnie des poules et des canards. Alors je ferai encore d'autres vidéos cet automne et la prochaine sera consacrée à la récolte 2024 des pommes de terre et des courges. Bon jardinage et à la prochaine. Salut! Allez, salut, à la prochaine!